Donc moi je suis Tiffany Lansat, je suis infirmière puéricultrice consultante en allaitement et je fais partie donc du groupe ressources allaitement sur la ville de Paris au niveau du service de PMI. Aujourd'hui avec le Graal, on a fait le choix de proposer un webinaire sur 1 heure dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement pour vous présenter des sujets sur lesquels on a travaillé alors certains sur cette année, d'autres depuis plusieurs années, et pour vous transmettre un maximum d'informations sur l'allaitement. Le webinaire, il va être enregistré pour après, par la suite, pouvoir être disponible sur l'Intra Paris. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Ce sera plus facile qu'en utilisant les micros. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure dans le chat. Et on gardera un temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Comme on n'a que 1 heure, on va essayer de commencer là maintenant pour pas perdre trop de temps et pour que derrière chacun puisse vaquer à ses occupations. Surtout, merci de bien penser à couper vos micros pour éviter les interférences et que tout le monde puisse bien entendre tout ce qui peut se dire sur cette heure. Je vais commencer en passant la parole à Emmanuel Bonnet et qui va faire un petit topo sur allaitement maternel et enjeux de santé publique. J'espère que tout le monde voit bien les diapos qui sont projetés. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuelle Bonnet, je suis infirmière puéricultrice et responsable de la PMI Wagram dans le 17e et membre du Graal depuis 2021. Alors effectivement, je vais vous parler de l'allaitement maternel, un enjeu de santé publique, car l'accompagnement à l'allaitement maternel est un sujet à la fois complexe et passionnant. Complexe parce qu'il s'agit d'une pratique à la croisée du biologique, du psychologique, du social et du culturel. Passionnant parce qu'il touche à l'intime, à la parentalité, aux valeurs personnelles et professionnelles, mais aussi à la construction des normes sociales autour du soin et du maternage. Donc j'avais prévu juste très rapidement, parce qu'on est un peu pressé, quelques petites images pour une introduction à ce sujet. Donc ce nuage de mots nous montre à quel point l'allaitement suscite en nous une diversité de perceptions et d'émotions, parfois positives, parfois ambivalentes, parfois contradictoires. Certains y voient quelque chose d'instinctif ou au contraire de très technique, de biologique ou au contraire scientifique, de naturel ou médicalisé, de féministe ou d'aliénant, de personnel ou de professionnel, libre ou soumis à des pressions sociales, valorisé ou stigmatisé, soutenu ou au contraire entouré de désinformation. Cette prise de conscience de nos propres représentations est essentielle avant d'aborder le sujet plus en profondeur, car accompagner l'allaitement, c'est aussi apprendre à accueillir cette complexité, à décentrer nos propres cadres de référence pour mieux comprendre et soutenir les familles. L'allaitement, un enjeu de santé publique. Alors, l'allaitement n'est pas qu'une affaire de choix personnel ou de lien mère-enfant. C'est un comportement de santé publique à impact collectif sur la santé, sur les inégalités sociales et même sur l'environnement. Les données scientifiques sont aujourd'hui très solides. Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois pourrait prévenir chaque année 820 000 décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Il réduit le risque d'infection gastro-intestinale et le risque d'infection respiratoire. Il diminue le risque de mort subite du nourrisson et les enfants allaités ont à terme un risque plus faible de surpoids et d'obésité, ainsi que de diabète de type 2. Une méta-analyse parue dans le Lancet en 2024 sur l'allaitement montre également un effet positif sur le développement cognitif. L'allaitement n'est pas seulement bénéfique pour l'enfant, il l'est aussi pour la mère. Les études récentes montrent une réduction du risque de cancer du sein, une baisse du risque de cancer de l'ovaire, une meilleure récupération métabolique postpartum avec une diminution du risque d'hypertension et de diabète de type 2,
un rôle protecteur psychologique avec moins de symptômes dépressifs postnataux observés chez les mères allaitantes lorsque l'allaitement est bien accompagné. L'allaitement maternel représente aussi un investissement économique et écologique. Selon The Lancet, en 2024, si tous les enfants étaient allaités, selon les recommandations de l'OMS, cela permettrait d'économiser environ 300 milliards de dollars par an en coûts de santé et de perte de productivité. Le lait maternel est une ressource 100% locale, renouvelable et sans déchets. Il ne nécessite ni transport, ni emballage, ni énergie industrielle. En France, cette dimension écologique est encore peu mise en avant, alors qu'elle s'inscrit pleinement dans les politiques de santé environnementale. En France, les indicateurs restent préoccupants. Selon Santé publique France, 70% des mères initient un allaitement à la maternité, mais seulement 25% d'entre elles poursuivent un allaitement exclusif à 6 mois, contre près de 45 à 50% en moyenne dans les pays d'Europe du Nord. Par ailleurs, les inégalités sociales sont fortes. Les femmes les plus diplômées allaitent plus souvent et plus longtemps. Les mères issues de milieux précaires ou isolés allaitent moins souvent et interrompent plus tôt leur allaitement. Face à cela, les politiques publiques ont un rôle déterminant. Les leviers efficaces identifiés par Santé publique France et l'HAS en 2024 incluent la formation renforcée des professionnels. Le label Hôpital Ami des bébés montre à quel point le soutien à l'allaitement permet une augmentation du taux d'allaitement exclusif. Le soutien communautaire et de proximité et la création d'environnements de travail compatibles avec l'allaitement pour accompagner le retour à l'emploi. Concernant les principes éthiques que nous soutenons, accompagner l'allaitement repose sur quelques principes fondamentaux. L'autonomie des mères, respecter leurs choix, sans jugement ni pression. Le bien-être de l'enfant, garantir que les pratiques soutiennent sa santé, sa sécurité et son développement. Et l'équité, assurer un accès au soutien pour toutes les familles, quel que soit leur milieu social, leur origine ou leur lieu de vie. Ces principes servent de boussole lorsque surgissent des dilemmes éthiques. Les professionnels peuvent être confrontés à plusieurs situations complexes. Les interférences marketing, les promotions agressives de préparation pour nourrissons ou objets liés à l'alimentation. Les pressions sociales, certaines familles subissent des attentes culturelles ou des critiques concernant leurs choix. Et des limites structurelles, un manque de temps, des ressources limitées, des contraintes organisationnelles, notamment dans les maternités ou les services de PMI. Ces dilemmes rendent indispensable une réflexion professionnelle constante en s'appuyant sur l'éthique et sur les recommandations officielles. Pour cela, les professionnels de PMI jouent un rôle central dans la réussite de l'allaitement. Nos missions combinent compétences techniques, soutien humain et action sur l'environnement. Les formations et les compétences, par exemple, connaître les bonnes pratiques, les techniques de mise au sein et la physiologie de l'allaitement. Le soutien en pré- et en postnatal. Les politiques et les partenariats, travailler avec les maternités, les associations et les collectivités pour créer un réseau de soutien solide. Un environnement favorable, aménager des lieux adaptés dans les maternités, dans nos PMI, au travail et dans l'espace public. Une communication éthique, informer de manière objective, éviter la culpabilisation et promouvoir l'allaitement de façon bienveillante et positive. Si on devait retenir un message clé, promouvoir l'allaitement ne consiste pas à imposer un modèle, il s'agit de créer les conditions sociales, professionnelles et culturelles favorables à son succès, tout en respectant la diversité des situations et des choix des familles. Enfin, je conclurai en retenant le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement, qui est construire des systèmes de soutien durable. Promouvoir l'allaitement ne se limite pas à la pratique elle-même. Il s'agit de mettre en place des systèmes de soutien durable en intégrant plusieurs dimensions. Les politiques de santé publique, inclure le soutien à l'allaitement dans les programmes et les décisions stratégiques. La continuité des soins, renforcer les liens entre les maternités, les PMI et les autres acteurs du parcours parental pour un accompagnement cohérent. La participation des familles, impliquer les parents dans la conception des services et des dispositifs de soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je crois que je passe la parole. Il y a des questions, des choses écrites? Non. À Anne. Ouais. Je change juste de place. C'est notre première. Hein. Soyez indulgents sur notre organisation.
Là, tu me déroules le kit, du coup. Ouais. Donc, moi, je suis Anne Leforban, je suis sage-femme actuellement au CPM Cité et je fais partie du groupe Graal. Et je fais des consultations d'allaitement au CPM Cité, enfin, lors des visites postnatales. L'idée du kit allaitement, c'est un peu une boîte à outils qu'on avait pensé faire pour simplifier un petit peu la vie des professionnels qui vont ensuite rencontrer les mères et les bébés, et puis surtout partir un peu de tout ce que nous on utilisait fréquemment et utiliser ces outils, les mettre en commun. Vous les trouvez dans les documents des territoires en cliquant juste sur la rubrique allaitement et ensuite sur le kit allaitement maternel. Alors on va le dérouler ensemble. Enfin, ça va durer 10 minutes, hein, ça va être un petit peu court. Et l'idée, c'est que vous empariez des outils qui vous conviennent et vous faire votre propre boîte à outils avec un petit peu tout ça. Il ne veut pas s'ouvrir. Il rame un peu. Il est en train de s'ouvrir. Donc ça a commencé, si vous l'ouvrez de votre côté, je ne sais pas. Ça a commencé par un sein qui était tricoté et l'idée c'est de vous mettre un petit peu le patron. Si vous avez envie, ça vous permet d'avoir un support. Ici on a, ah ben c'est en train de s'ouvrir. On a les seins en plastique que les labos nous donnent, mais si vous préférez les seins tricotés, je sais pas si il y a une webcam. Voilà. Alors ceux-ci sont un autre tissu, mais vous avez voilà une possibilité de patron. Certains étaient intéressés. Ça permet aux familles d'avoir de le voir concrètement. Donc, c'était le premier outil qu'on avait voulu mettre dans cette boîte à outils. Ensuite, on s'était posé la question, souvent on est un petit peu en difficulté pour expliquer la physiologie, la différence avec l'allaitement artificiel. Et la Leche League avait fait un outil, pour ne pas les nommer, mais ils sont sur la feuille, de la différence entre des repas fixes avec des mêmes quantités de volume et des repas qui sont complètement irréguliers. Et il y a un petit visuel qu'on vous proposait aussi dans cette boîte à outils d'un support en comparant l'allaitement qui pourrait soit être artificiel, soit où on le met un bébé au sein, mais de manière programmée en espérant qu'il ait des volumes constants, ce qui est complètement pas du tout réaliste par rapport à la physiologie de l'enfant. Donc du coup, ça permet de montrer aux mères qu'il faut accepter d'être très souple dans l'allaitement maternel et se coller aux besoins de l'enfant et repérer ses signes. Et ce visuel, on l'utilisait quand même pas mal. Ça a du mal à s'ouvrir encore. Ça va pas s'ouvrir. J'espère que vous le voyez de votre côté et vous arrivez à le dérouler vous-même. Ensuite, on avait voulu vous montrer les signes d'éveil, donc pour bien repérer le moment idéal qui permettra une tétée qui sera sans hurlement, sans cri et la plus sereine possible. Donc, on l'a en version francophone, en version anglophone, en fonction des familles que vous rencontrerez. Donc, c'est un support qu'on utilisait beaucoup aussi les unes et les autres. Et puis, on avait surtout plein de vidéos, et ces vidéos, elles permettent quand même, en fonction de la problématique retrouvée, d'accompagner un peu les familles. Et l'allaitement, c'est quand même une expérience sensorielle intime, et elles permettent aussi de voir un peu en 3D ce qui se passe réellement, et même quand on explique oralement, des fois, le visuel est un beau soutien. Donc, il y a la position BN qui est montrée, et qui peut être... On y arrive. On y arrive tout doucement. La position BN qui était montrée. Alors, vous avez une photo avec des informations et en dessous des vidéos qui... J'attends un petit peu que ça se charge. Voilà, donc on y est. Donc, on a parlé de la physiologie et de la fameuse image. Et puis ensuite, on est sur la BN. Voilà, qui est en train de charger. Donc, vous avez aussi un petit topo de texte qui vous permettra de vous appuyer dessus. C'est vraiment vous servir des outils qui vous semblent, vous, utiles. Hein, c'est juste des propositions. En dessous, donc, il y a des vidéos qui sont déroulées.
où vous avez les positions pour allaiter. Alors, évidemment, il n'y a pas de position idéale. Hein. Enfin, si, il y a des positions qui sont plus physiologiques, bien sûr, mais c'est la position qui sera confortable pour la mère et le bébé. Mais ça permet de montrer un peu un champ des possibles et ce qui est fait ailleurs. Mais il ne faut pas rigidifier ces positions. Il faut les laisser dans un contexte de bien-être pour les deux. Donc, on a utilisé des vidéos qui sont assez courtes, qui étaient faites au Canada, qu'on trouvait assez facile d'accès pour les familles. Il y a des vidéos pour faciliter l'allaitement maternel. Et puis ensuite, on a des vidéos qui permettent aux familles de comprendre comment optimiser le transfert de lait dans des situations où ça vous semble nécessaire. Donc, comment on va peut-être en cliquer sur celle d'évaluer le transfert de lait. Allez, juste là, hein, voilà, pour la regarder un petit peu ensemble, le lien, s'il veut bien s'ouvrir. Donc là, si c'est aussi, non, que... Bon, c'est une vidéo d'1 minute 57, elle est assez courte, hein, donc... Voilà. Bon, de toute façon, vous pourrez les dérouler de votre côté ensuite, hein, si... Je crois que ça va être un petit peu trop long pour le charger. Voilà, on va peut-être arrêter là. Mais l'idée, c'est que toutes sont un petit peu sur les mêmes formats. Dès que vous voyez youtube.com, c'est ce même format. Les vidéos qui sont un peu plus longues sont celles de Global Health Media, qui sont des vidéos de l'OMS qui durent une quinzaine de minutes globalement. Nous, on a tendance on les connaît assez bien, donc on sélectionne des petits moments en général pour que ça soit un peu moins long pour les familles. Mais vous allez les regarder, vous emparer un peu de tout ça et de voir ce qui vous convient. Et on vous les a classés par thème, rubrique de ce qu'elles ont comme information majoritaire. Donc, il y a celle sur évaluer, se rendre compte un petit peu de ce qui se passe de la mère à l'enfant. Ensuite, vous avez des techniques d'expression du lait. Donc, c'est des techniques qui sont utiles, d'autant plus s'il y a des séparations en postnatal ou pour une raison ou pour une autre, ou lors de la reprise du travail, enfin, pour des multiples raisons, ou s'il y a des douleurs, ou si on veut augmenter la stimulation et justement permettre aussi en même temps d'augmenter les apports au bébé. Donc, vous avez la vidéo numéro 6, qui est aussi assez courte, que vous pourrez regarder. Et puis, on vous a mis des supports aussi vidéo en cas d'engorgement. Si vous vous retrouvez en situation de sein tendu, la technique du verre d'eau chaude, une technique qui marche, voilà, pour que vous ayez votre boîte à outils et vos solutions face à des situations d'engorgement qui ne sont pas encore pathologiques, mais qui pourraient le devenir si on ne fait rien. Dans la partie du dessous, on a remis les vidéos de l'OMS en vous mettant le mail générique. Et dedans, il y a une dizaine, quinzaine de vidéos. Vous pourrez les regarder, notamment au départ, quand l'enfant naît, avec des scènes d'accouchement, un bébé qui est posé sur le ventre et tout ce bébé qui découvre le sein de sa mère. Et on vous a mis tous les outils qu'on utilise. Le livret fait avec le réseau qui est le livret allaitement et précarité. Qui est un livret qui est distribué dans les PMI que vous devez connaître. On va peut-être ouvrir au moins pour voir la première page. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu. Et c'est un petit peu simplifier les raisons pour lesquelles on allaite, les difficultés, repérer les signes d'un allaitement qui se déroule bien. Bon, ça a du mal à charger, on va en faire 100. Enfin, vous connaissez la première page, donc... je pense que vous l'avez tous feuilleté. Ensuite, on a mis le guide de l'INPES d'allaitement maternel que je peux vous montrer là.
moi je l'ai en version papier, qui permet aux mamans qui veulent plus d'informations d'avoir quand même un guide assez complet sur les différentes situations qu'on peut vivre quand on allaite, assez détaillé. Des idées reçues, Mpédia qui a fait une dizaine d'idées reçues sur l'allaitement maternel, qui sont des questions qu'on peut entendre en consultation d'allaitement et que vous avez certainement entendu. Donc vous pouvez aussi regarder ce petit document qui est un autre support. Et on a créé récemment aussi des courbes de poids que vous retrouvez en PMI, qui sont ces courbes-là, hein, garçons et filles, qui permettent d'avoir les courbes de poids adaptées à l'allaitement maternel. Les dernières qui sont, c'est l'OMS qui a fait ça, hein, voilà. Et puis, pour avoir un petit repère, c'est toujours bien d'avoir des repères de poids, on vous met la prise pondérale lors des 2 premières années de l'enfant pour avoir un petit peu un repère d'une prise qui serait idéale. Comment recueillir le lait? Là, on attaque un peu une partie qui n'est pas toujours très simple, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu perdu dans ces différents modèles de tire-lait, les tailles. Donc, n'hésitez pas à vous revenir vers nous, les consultantes que vous avez dans vos services, parce que c'est vrai qu'entre les différentes marques, les différents modèles, les tire-laits maintenant qui sont nomades, sans fil, l'offre, elle évolue sans cesse. Et on vous a mis les différents modèles avec un tableau comparatif des prestataires de tire-lait. Et sachant que c'est que des tire-laits qui sont à la location, hein. Sinon, les patients peuvent acheter leur tire-lait manuel ou leur tire-lait sans fil, mais ça sera des achats. Donc là, c'est tous les tire-laits qu'on peut louer et on essaye de mettre cette liste régulièrement à jour. Pour louer un tire-lait, il faut une ordonnance. Donc, des fois, quand on ne fait pas de l'allaitement tout le temps, on ne sait plus très bien ce qu'il faut mettre sur l'ordonnance pour la location de tire-lait. Donc, on vous a mis des repères pour l'ordonnance et des informations nécessaires à la prescription. Donc, ça fait des outils supplémentaires. Et puis, pour tout ça, il faut quand même avoir une taille de mamelon. Et vous avez la réglette tire-lait qui a été créée par la PMI, que vous allez retrouver aussi, qui est une réglette avec derrière, en plus, un petit rappel du temps de stockage du lait maternel au frigo, au congélateur, donc qui est bien pratique. Et voilà, ça vous permet d'avoir un outil supplémentaire et surtout avec le logo de PMI et pas avoir celui de la marque des labos. C'est quand même plus idéal. Vous avez une vidéo qui vous permet aussi de repérer la taille de la tétrelle parce que ce n'est pas toujours bien clair pour les familles qu'on rencontre. Et Tiffany en reparlera tout à l'heure. Voilà. Un recueil de lait si c'est nécessaire parfois. On vous a remis le topo sur le dépliant pour toute la situation idéale de stockage du lait maternel. Qu'est-ce qu'on fait quand on tire son lait? On se lave les mains. Enfin voilà, tout le petit procédé d'une bonne hygiène pour pouvoir tirer dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, on vous a mis les liens du CRAT qui sont quand même importants et les dernières recommandations, les recommandations en matière d'alcool et d'allaitement, c'est une question quand même que les familles se posent, et puis de cannabis, du tabac, et avec des liens de consultation addicto. Et c'est vrai qu'une femme qui allaite, c'est compliqué pour elle de parler de ses addictions, donc on voit bien que quand on pose cette question de manière assez ouverte, il y a beaucoup plus de réponses positives qu'on penserait. Donc, pas hésiter à se renseigner quand c'est des toxiques qu'on ne connaît pas et d'aller vers le lactarium qui peut vous répondre aussi concernant tous ces toxiques. Ensuite, pour l'orientation, on vous a remis le tableau des consultations d'allaitement qui est à jour de la ville de Paris. On s'efforcera de le mettre à jour régulièrement. Les coordonnées du lactarium qui est toujours un petit peu en recherche de lait maternel. Donc, s'il y a des mamans qui sont prêtes à donner leur lait, ne pas hésiter à leur donner le flyer du lactarium. Et le numéro d'SOS allaitement en Île-de-France. On vous a mis ensuite, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, le code de l'allaitement et pour se rappeler un petit peu qu'on peut laisser traîner des post-it, des stylos avec plein de marques, mais que ce n'est pas si anodin et que du coup, il faut s'efforcer quand même de promouvoir l'allaitement maternel et pas faire de la pub pour Gigos ou une autre marque. Donc, c'est à nous, professionnels, d'être vigilants là-dessus. Quand on revient de colloque, on a les labos qui nous distribuent plein de choses et donc le code permet de revoir entre autres ça, mais plein de choses concernant la commercialisation des substituts de lait maternel.
un article qui avait été fait aussi en dessous qu'on a laissé sur le frein de langue et sur le côté un peu abusif des ablations de frein de langue qu'il y a pu avoir et donc il est intéressant et assez récent 2022 que vous allez pouvoir voir. Tout l'IHAB, les hôpitaux amis des bébés, tout ce qui concerne cette initiative et les maternités qui sont répertoriées. Et les 12 recommandations de l'OMS en faveur de l'allaitement maternel. Donc, ça fait une petite boîte à outils assez complète que vous pouvez utiliser. On va passer maintenant à vous présenter les différents outils au quotidien que vous pouvez utiliser. Et certains ont été créés par le Graal. C'est bon là? Oui, ça va être... Ok. Bon, bonjour, je suis Caroline Bruneton, je suis infirmière puéricultrice de secteur sur les territoires 2, 7, 15, 16, et je suis consultante en lactation IBCLC. Donc, je fais partie du Graal depuis un certain nombre d'années. Déjà, un petit merci à Véronique Boulinguet qui est partie à la retraite. Véronique Boulinguet qui est partie à la retraite et voilà, qui nous a laissé un petit peu la tâche de transmettre et de continuer un peu à promouvoir l'allaitement maternel au sein du service. Là, on va vous présenter vraiment les outils, mais qui sont à disposition des professionnels que peut-être tout le monde ne connaît pas et ne sait pas s'en servir. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est pour tous les services, que ce soit en secteur ou en centre. Et surtout, il faut s'en servir, en abuser. Et s'il n'y en a pas, faire remonter un petit peu les demandes au niveau des CATSUP pour en avoir de toutes les manières à disposition des familles. Alors déjà, il y a les courbes de l'OMS. C'est un outil qui a été fait, il y a un courbe de l'OMS que tout le monde à peu près connaît maintenant, qui a été fait en 2024. Donc, c'est vraiment spécifique au bébé, exclusivement à l'été. C'est un format carnet de santé, donc comme ça, on peut le glisser complètement dedans et ça permet effectivement de pouvoir accompagner la famille et surtout rassurer les mamans sur les prises pondérales. Là, on va faire des petites modifications dessus, va être rajouté dessus OMS pour qu'on puisse effectivement vraiment avoir les personnes. Ouais. Ok. Après, oui, donc on a le tire-les-mètres. Le tire-les-mètres, ça a été fait en 2023. On l'a modifié cette année de toutes les manières, sachant que Tiffaine va vous parler tout à l'heure de tout ce qui est tire-lait. Et c'était au niveau des mesures où on a mis sur les nouveaux tire-les-mètres des encoches, déjà avec des ronds qui sont beaucoup plus petits, et une encoche sur le côté où la mère va pouvoir mettre son mamelon au coin. Voilà, on vous montre un petit peu avec la petite flèche, pour pouvoir avoir une mesure exacte de son mamelon et même de ses mamelons, puisque de toute manière, ça va être la prise des 2 mamelons. On a gardé le petit encadré blanc où on explique bien comment faire effectivement et comment prendre la mesure. Et derrière, on avait gardé effectivement la conservation et l'utilisation du lait maternel qui était déjà en cours et le QR code qui renvoie au centre de PMI. Donc tous les anciens tire-les-mètres que vous avez sont quand même obsolètes, donc on va recevoir normalement la semaine prochaine ces nouveaux tire-les-mètres, donc il faudra après récupérer, on verra un petit peu en termes de modalité comment ça va se passer. Ok, donc après on a le site allaitement Ville de Paris qu'on a créé avec le groupe en 2024. Merci la com d'avoir bien été moteur là-dessus, parce que sans quoi on n'aurait pas pu. Donc c'est juste pour vous montrer un peu le déroulé, sachant qu'il y a des mises à jour qui sont faites de manière régulière, mais on ne peut pas les faire non plus complètement très souvent, parce que de toute manière on peut pas, nous on n'a pas la main dessus, et puis la com a déjà beaucoup de choses. Et c'était pour vous montrer comment ça se passe, c'est-à-dire que les parents ils vont sur le moteur de recherche, ils voient allaitement Ville de Paris, et directement on arrive sur en deuxième. Donc ce qui est quand même pas mal pour les parents.
Et là-dessus, on fait tout le déroulé, où on pose des questions qui sont très simples, on répond à des questions où justement, au fur et à mesure, une fois on envoie sur les centres de PMI, une autre fois effectivement on donne et les parents peuvent télécharger tous les outils dont on se sert et qui sont en tous les cas validés par la DSP. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui est très concret. Il y a des choses qui peuvent manquer aussi, mais là, de toute manière, il y a nos consultations à lactation où il y a tous les professionnels du service de la DSP qui est listé, ou contacter les professionnels. Donc tout ça, vous pouvez l'ouvrir. Donc ma collègue va l'ouvrir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche, ça marche. Voilà. Donc voilà. Et là, vous avez par territoire, par arrondissement, en tous les cas, les consultations d'allaitement qui sont soit en VAD, soit en centre de PMI. Et ça permet effectivement d'orienter toutes les familles au plus proche. Après, il y a aussi donc les rencontres autour de l'allaitement maternel qui sont des ateliers pour les mères allaitantes ou les futurs parents. Donc ça, effectivement, va être prochainement en juin, la liste des centres de PMI qui peuvent proposer ce type de rencontres. Donc, Christelle Buche va vous parler tout à l'heure. Et là, voilà, il y a différents types de questions où on ouvre à chaque fois, où on propose en tous les cas tous les documents qui sont donnés en PMI. Donc, on revient sur les centres de PMI. Après, effectivement, la diversification alimentaire, c'est donc celui, effectivement, de Santé publique France, donc qu'on donne en centre de PMI. Tout ça, ça a un lien entre ce qu'on fait concrètement dans les centres et au domicile et ce site. Donc, on renvoie à chaque fois... surtout, donc tous les documents utilisés. Je reprends le travail, donc recommandation au niveau de l'hygiène des biberons, donc c'est pareil, c'est celui dont on se sert, et après tout ce qui est en lien effectivement avec l'allaitement et que vous retrouvez dans les services. Et après effectivement, donc on a l'outil que vous connaissez aussi, ouais, dont on a parlé, c'était le livret d'allaitement qui a été fait en tous les cas en collaboration avec l'Actarium et le RSPP, plus la PMI, le service de PMI, donc que vous connaissez, qui est un outil qui est à destination des familles qui sont non francophones et qui sont avec, effectivement, c'est un support de communication avec des dessins simples qui est efficace, avec des petits conseils. Ça permet aussi aux autres parents, parce qu'on a remarqué en tous les cas que même les familles francophones se servaient aussi de ce type d'outils qui était des fois plus simple, plus facile pour échanger sur différents sujets que le gros qui est un petit peu plus rébarbatif peut-être pour certaines personnes. Celui qu'on a là, celui qu'on donne à tout le monde aussi. Donc voilà, il faut se saisir de tous les documents pour pouvoir aussi répondre aux attentes en tous les cas des familles. On verra les questions après. Je vais prendre des conseils. Ok, donc voilà, là maintenant on a le flyer d'allaitement maternel en crèche, là, Ville de Paris, sur lequel on s'appuie pour accompagner les familles qui vont être accueillies, leur enfant va être accueilli en crèche, ou autrement rassurer aussi les professionnels qui seront dans l'accueil en tous les cas de ces familles. Donc surtout, voilà, pour l'instant c'est le dernier et qui n'a pas encore bougé, mais je crois qu'il est en cours ou qui sera en cours à un moment donné de modification. Et enfin, donc vous l'avez pas, mais ça va venir. Donc il est en cours d'impression, pas de réalisation, il est en cours d'impression. C'est le mémo de l'allaitement maternel. Donc c'est vraiment dédié aux familles qui sont allaitantes, qui va être aussi encore en termes de format de carnet de santé, ça va pouvoir être glissé dedans. Et c'est des réponses, en fin de compte, des petites réponses simples à des questions que les parents se posent, sur le rythme, sur effectivement un sein ou deux. Et on a des schémas aussi qui complètent ce petit document où il y a effectivement le massage de l'expression manuelle ainsi que la bonne position idéale du bébé sur le sein. Et en fin de compte, bien sûr, QR code qui renvoie après sur le site allaitement, sur les centres de PMI. Et c'est vraiment un document dont vous pouvez aussi abuser puisque de toutes les manières, c'est des documents DSP. Donc c'était aussi l'objectif de vous présenter aussi tous ces documents que vous connaissez ou pas, mais qui, en fin de compte, sont vraiment dans le quotidien des centres de PMI. Merci. Alors, on prendra toutes les questions à la fin, donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure et on les prendra à la fin. Ensuite, moi, je vais vous parler des tire-laits et des tétrelles, parce que de plus en plus, on a même des questions des parents au niveau de
de ce sujet. Hop. Donc du coup, je me décale pour qu'on me voit bien. L'idée, c'est de parler un peu des tire-laits. Donc, pourquoi utiliser un tire-lait? Quel tire-lait choisir? Comment choisir la bonne taille de tétrelle? Comment utiliser correctement le tire-lait? L'allocation du tire-lait. Donc, déjà, pourquoi utiliser un tire-lait? Donc, on va souvent, déjà, en premier lieu, les mères, quand elles ont besoin de tirer leur lait, en premier lieu, elles vont souvent utiliser ce qu'on appelle l'expression manuelle. Et d'ailleurs, c'est l'expression manuelle qui est la plus utilisée dans le monde quand on a besoin de recueillir du lait. D'ailleurs, cette expression manuelle, c'est vraiment un geste qu'il faudrait transmettre à toutes les futures mères, même avant, quand elles sont en préparation à l'accouchement. Vraiment, c'est un geste qu'elles devraient déjà connaître afin que derrière, elles soient plus à l'aise au moment notamment de la montée de lait. Donc ce geste, il demande quand même une certaine expérience pour être efficace, d'où l'intérêt de pouvoir leur montrer avant pour qu'elles puissent s'entraîner. Ça va être utile pour du recueil ponctuel avec le colostrum et assouplir l'aréole, notamment au moment de la montée de lait. Ça peut aussi aider au désengorgement. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on va avoir besoin d'un recueil de lait un peu plus important, notamment au moment de la reprise du travail ou pour une mère qui souhaiterait faire du tire-allaitement exclusif, là, pour le coup, on va être obligé de passer sur un tire-lait plutôt un tire-lait électrique ou manuel. Donc, pour quelles raisons les mères elles vont partir sur l'utilisation du tire-lait? À la fois pour des mères qui auraient besoin de faire un tire-allaitement exclusif, notamment les bébés qui sont nés prématurément. Si on veut que la mère elle puisse tout de suite pouvoir donner son lait maternel, on va devoir mettre en place un tire-lait immédiatement, ou des enfants aussi qui vont avoir une pathologie à la naissance qui empêche la mise au sein. Après, le tire-allaitement exclusif, ça peut être aussi un choix parental avec des mères qui peuvent ne pas apprécier d'avoir leur bébé au sein, mais qui ne vont pas être gênées par l'utilisation du tire-lait. Le tire-lait, on peut aussi l'utiliser pour booster un peu la lactation. Un bébé qui va être peu efficace au sein, notamment dans les premières semaines, une conduite d'allaitement qui n'aurait pas été optimum dans le début de la lactation et qu'on aurait besoin de soutenir en utilisant le tire-lait pour booster cette lactation. Ensuite, la troisième raison, ça va être souvent la reprise du travail ou une mère qui va être absente et qui va avoir besoin d'un stock de lait pour pouvoir nourrir son bébé en son absence. Quel tire-lait choisir? Donc, un tire-lait, donc vous avez dû voir, maintenant, il y en a de plus en plus sur le marché, que ce soit à la location ou à l'achat. Et on va souvent avoir des mères aussi qui vont mettre le tire-lait dans leur liste de naissance. Donc, nous, un tire-lait, quand on va le choisir, on va choisir vraiment un tire-lait qui va être efficace, confortable au niveau de l'utilisation, facile à utiliser, donc que ce soit son montage ou son nettoyage, et aussi facile d'accès. C'est pour ça que souvent, on va préférer quand même des tire-laits en location qu'à l'achat. Un tire-lait, on va pouvoir aussi évaluer son efficacité en mesurant le volume de lait qu'on va obtenir par unité de temps. Donc notamment, par exemple, une mère qui va être en tire-allaitement exclusif, on va souvent leur recommander de tirer plutôt régulièrement leur lait plutôt que juste, par exemple, 4 fois sur 24 heures. Donc les tire-laits manuels, souvent les parents peuvent être tentés par ces tire-laits parce qu'ils sont peu chers, ils sont faciles à transporter, ils vont être bien pour de l'usage occasionnel. Il n'y a pas vraiment d'études pour comparer l'efficacité d'un tire-lait manuel par rapport à des tire-laits électriques. Ils sont faciles d'usage, ils sont faciles d'entretien. Par contre, on a du mal à pouvoir adapter les tailles de tétrelle comme on voudrait. Et ensuite aussi, ça peut demander un petit peu, c'est un effort de pomper pour les mères. Donc voilà, c'est pas forcément celui qu'on va utiliser quand on a besoin d'un tirage très fréquent.
Ensuite, sur les tire-laits électriques, on va parler des modèles hospitaliers, donc qui sont souvent donc, en location au niveau des pharmacies ou des sites internet qui sont spécialisés dans la location de tire-laits, type Natal Service, Grandir Nature, Suckle, voilà, il y en a beaucoup. Donc ces tire-laits-là, ils sont vraiment intéressants parce que ils ont beaucoup évolué ces dernières années et maintenant on peut régler la fréquence, on peut régler la pression aussi, enfin plutôt la dépression même négative. Et en général, il y a 2 phases. Il y a une première phase de stimulation qui va permettre d'imiter la succion rapide du bébé, et ensuite une phase d'expression qui va pouvoir vraiment là imiter la dépression intrabuccale du bébé. Le problème souvent de ces tire-laits, c'est qu'ils sont quand même plus ou moins transportables, donc ça va dépendre vraiment aussi de l'utilisation après par la mère. Et ensuite, ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est les tire-laits portatifs qu'on peut mettre dans le soutien-gorge notamment. Donc, c'est des tire-laits déjà qu'on va préférer à l'achat neuf quand les parents en veulent, à la fois parce qu'ils ont des moteurs qui perdent assez rapidement en puissance, et aussi parce que souvent les circuits ne sont pas des circuits indépendants, donc en termes d'hygiène, c'est pas terrible de récupérer un tire-lait portatif acheté sur Vinted ou celui de la cousine, de la belle-sœur, de la voisine, etc. Du coup, ceux-là, on va vraiment un peu les limiter. On va les préférer aussi, du coup, une fois que la lactation est bien installée, parce que justement, du fait que les moteurs soient quand même moins puissants que des tire-laits hospitaliers, on va attendre que la lactation soit bien installée. Et pareil, on va aussi ne pas les utiliser pour du tir-allaitement exclusif. Dans le cas d'un tir-allaitement exclusif, en effet, la mère va pouvoir de temps en temps utiliser son tire-lait portatif, mais pas sur tous les tirages de la journée. Ensuite, sur les tire-laits portatifs, il faut s'intéresser au fait qu'ils proposent un tunnel en 24 mm. Donc, le tunnel, c'est au niveau de la tétrelle. C'est ce qui va permettre de rajouter des inserts pour diminuer la taille de la tétrelle si c'est nécessaire. Et il faut que ce tunnel il soit dans une matière rigide. Donc, par exemple, aujourd'hui, les périfides, par exemple, ne permettent pas de rajouter des inserts dans leur tétrelle, alors que le Momcozy, par exemple, le permet. Donc voilà, ça va être des choix comme ça où il va falloir être vigilant quand les parents commencent à nous parler d'utilisation de tire-lait. Par rapport au choix de la tétrelle, donc on a pas mal évolué là ces dernières années sur de comment est-ce qu'on mesure la tétrelle. Donc, c'est important de mesurer les 2 mamelons avant une tétée ou avant un tirage. Il y a peu d'études sur le sujet des tailles de tétrelle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve très souvent avec des mères qui n'ont pas la bonne taille de tétrelle, qui sont du coup soit inconfortables quand elles tirent leur lait, soit n'arrivent pas du tout à exprimer du lait avec le tire-lait, alors que pourtant, elles ont une bonne lactation jusque-là. Très souvent, les mères, elles ont des tailles trop grandes parce que jusque-là, c'est vrai que la taille standard, elle est reconnue comme étant 21 mm ou 24 mm, ce qui finalement est très souvent beaucoup trop grand. Et il y a une étude qui est sortie sur PubMed qui a été faite aux États-Unis et qui est sortie en février. Et dans cette étude, en fait, ils expliquent que la mesure idéale, c'est de mesurer le mamelon et après, idéalement, de tester une tétrelle sur la taille qu'on a mesurée, ou 1 mm en dessous, ou 1 mm au-dessus. Ce qui est un peu compliqué parce que malheureusement, les mères, elles n'ont pas ces possibilités-là. Hein. Finalement, une tétrelle, ça devrait être comme une paire de chaussures, il faudrait pouvoir l'essayer. Mais ce n'est pas possible actuellement. Donc finalement, au niveau de cette étude, ce qui a été remarqué, c'est que donc les mères, elles ont tiré une première semaine, elles ont tiré avec en taille 21 ou en taille 24, donc en taille dite standard, et elles ont évalué quelle quantité de lait est tirée et le confort au niveau du tirage. Ensuite, la semaine suivante, elles ont tiré avec une tétrelle plus ajustée.
Et là, elles ont, pareil, évalué le confort et la lactation. Et on s'est rendu compte qu'avec la taille plus adaptée, toutes les mères avaient un confort qui était amélioré et une quantité de lait qui était augmentée. Du coup, idéalement, pour tirer son lait, pour bien mesurer la taille de tétrelle, donc plusieurs possibilités, soit avec un pied à coulisse pour vraiment mesurer précisément le mamelon, soit, il est là. Soit avec une règle où là, on va demander à la mère de prendre une photo avec l'aide du coparent, de prendre une photo de son sein avec la règle juste en dessous. Et après, avec un outil sur le téléphone portable, on peut faire des traits de part et d'autre du mamelon pour mesurer correctement. C'est vrai que souvent, là, voilà, la photo, c'est un sein en silicone, hein, donc forcément, c'est pas les vrais seins sont pas comme ça. Et très souvent, on a du mal à faire la différence entre le mamelon et l'aréole. D'où le fait de rajouter finalement que 1 ou 2 mm grand maximum par rapport à la mesure qu'on obtient pour pas fausser finalement la taille et pas proposer à la mère quelque chose de trop grand. Et vraiment, à chaque fois qu'une mère, quand elle tire son lait, elle vous exprime de l'inconfort ou du coup des quantités de lait qui sont assez moindres par rapport à une lactation initiale qui se passait bien, vraiment toujours se poser la question de la taille de la tétrelle. Par rapport à optimiser du coup l'utilisation du tire-lait, donc dans le cadre d'un tire-allaitement exclusif, si on est sur un tire-allaitement exclusif et que la mère elle utilise que le tire-lait pour la lactation, c'est important qu'il y ait des tirages à heure fixe toutes les 3 heures pour vraiment mettre en place la lactation. Parce que la lactation, plus elle est stimulée, plus il y a du lait, moins elle est stimulée, moins il y a de lait. Donc du coup, c'est important de bien stimuler, au moins jusqu'à la bonne mise en route de la lactation. Une fois que la lactation elle est bien mise en route, on peut revoir et réévaluer un petit peu l'espace entre 2 tirages. Par rapport au fait de booster la lactation, après les tétés, idéalement, pour donner aussi ce complément de lait tiré au bébé. Et dans le cas de reprise du travail, donc il faut que la mère elle ait fait un stock à peu près de 500 ml avant sa reprise de travail. Et après, on adaptera le nombre de tirages en fonction du nombre d'heures d'absence. L'allocation du tire-lait, donc ça on en a déjà un petit peu parlé, et il y a uniquement les médecins et sages-femmes pour l'instant qui peuvent faire des prescriptions de tire-lait. La prescription initiale c'est 10 semaines, et après ce sera des renouvellements par 3 mois avec un nombre de renouvellements qui va être illimité. Le remboursement du kit de tétrelle, c'est tous les 6 mois, en sachant que c'est sécurité sociale et mutuelle. Donc, il peut y avoir un reste à charge pour les parents quand ils achètent le kit de tétrelle. En conclusion, à chaque fois qu'un parent nous parle de tire-lait, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils veulent utiliser un tire-lait, le type de tire-lait qu'ils ont déjà ou qu'ils veulent utiliser, la taille de tétrelle qu'ils utilisent dans le cas d'une mère qui tire déjà son lait et aborder avec eux la fréquence d'utilisation pour que cette dernière soit optimum. Quelques informations donc autour de l'étude que je vous ai citée et un autre site internet qui s'appelle Tire-allaite-moi sur lequel vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations et qui a été fait par une infirmière qui a le DULAM. Je vous remercie. Et maintenant, alors on enchaîne un peu vite pour pouvoir rester dans les créneaux. Maintenant, on va vous parler des consultations allaitement en centre de PMI et en VAD. Hop. Alors, donc les chiffres des consultations allaitement en centre de PMI, on les extrait normalement par SI PMI. Pour 2024, on a un petit souci parce qu'on n'a pas eu tous nos chiffres et quand on a voulu, on s'y est pris un petit peu peut-être au dernier moment, quand on a voulu les extraire, en fait, on n'avait plus Madame Carayol pour nous aider et donc du coup, on n'a pas pu extraire les chiffres 2024. Par rapport au VAD, c'est difficilement quantifiable parce que les collègues qui font des visites à domicile font directement une fiche d'intervention et on ne peut pas différencier pour l'instant les fiches d'intervention en lien avec les visites classiques et celles qui sont vraiment dédiées à l'allaitement maternel.
Au niveau de la ville de Paris, tous les professionnels qui arrivent au sein du service de PMI sont censés avoir un socle commun de formation au niveau de l'allaitement maternel, donc qui va renforcer leurs connaissances initiales, parce que quelle que soit notre profession, on est censé déjà avoir des connaissances en termes d'allaitement maternel, mais à Paris, il y a d'autant plus un système de formation pour renforcer les connaissances, surtout pour celles notamment qui seraient nouvellement arrivées, etc., ne pas hésiter à rappeler à votre cadre sup de territoire de vous inscrire sur ces formations qui normalement ne sont pas à mettre dans FMCR parce que c'est des formations socles. Et du coup, sur Paris, sur le service de PMI, certaines professionnelles ont aussi soit le DU de lactation humaine et allaitement maternel ou la certification IBCLC. Et c'est donc des personnes qui vont être référentes, ressources pour les collègues. Et à ce jour, on est 17 professionnels et du coup, on est toutes présentes au sein du Graal. Et sur l'année 2025-2026, il y a une collègue qui est en train de se former au DULAM. Donc, en centre de PMI, donc les lieux de consultation, il n'y en a pas sur chaque arrondissement, mais bien sûr qu'une famille peut consulter sur n'importe quel arrondissement parce que les PMI ne sont pas sectorisés. Donc, la PMI, donc un service public accessible à toutes les familles parisiennes en fonction de leurs besoins. Ce temps de consultation d'allaitement, il va nous permettre vraiment d'évaluer de manière complète la situation, à la fois en s'appuyant sur le discours des parents, sur les antécédents médicaux de la mère et de l'enfant et sur l'observation d'une tétée. Et également aussi sur la prise du poids du bébé qui va nous permettre d'évaluer la situation. L'accompagnement, il va pouvoir se faire sur plusieurs consultations en fonction de la situation et de la demande de la famille. On peut aussi les voir nous qu'une seule fois et après repasser le relais à notre collègue qui les aura orientés sur notre consultation. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire parce que nous, déjà infirmières puéricultrices, par exemple, on n'a pas la possibilité de prescrire ou de prescription médicale, d'antibiothérapie, d'examens complémentaires. Donc, on va aussi toujours travailler en collaboration avec les médecins et les sages-femmes pour nous accompagner dans la prise en charge des familles. Donc, la visite à domicile, c'est une des missions de l'infirmière puéricultrice de secteur. Donc, au niveau de nos lieux d'intervention en VAD, c'est le domicile des familles de notre secteur, en centre d'hébergement, en CHU. Globalement, on intervient dans tous les lieux de vie de l'enfant et de sa famille. On peut aussi intervenir donc, dans les centres de PMI en soutien de l'équipe avec des consultations dédiées, participer à des ateliers et aussi avoir des échanges informels un peu avec nos collègues autour de l'allaitement maternel, de situations qu'elles rencontrent diverses et variées. Donc, la visite à domicile, comment, par qui et pourquoi. Donc, il faut bien distinguer deux types de VAD. Soit, donc, on fait la VAD lambda suite au traitement de CS8 par rapport à notre secteur d'activité. Donc, effectivement, on prendra en charge effectivement la famille avec tout ce qui est conseil de puériculture, allaitement artificiel, et puis après, on pourra faire une orientation en centre de PMI ou continuer notre suivi. Soit on a aussi des VAD qui sont vraiment dédiés à l'allaitement et généralement on est orienté ou c'est des propositions de VAD qui sont faites par nos collègues de centre de PMI qui perçoivent vraiment des problèmes qui sont aussi exprimés par les parents. Donc là vraiment on va faire une VAD qui va être axée autour en tous les cas de la problématique, de la routine de l'allaitement, des complications diverses et variées. Donc on ne va pas faire forcément une VAD de puériculture puisque c'est vraiment que sur l'allaitement. Tout sera vu déjà de toute manière en amont, donc on va faire par contre encore beaucoup de prévention en lien avec l'allaitement. On reprend beaucoup de couchage parce que c'est les problématiques généralement récurrentes avec le couchage et l'allaitement et tout ce qui est prévention effectivement de bébés secoués, tout ça. Donc reste encore la problématique, comme disait Tiffaine, de chiffrer avec le SIPMI pour arriver à extraire un petit peu nos VAD qui sont vraiment que dédiés à l'allaitement maternel.
sachant que de toutes les manières, on ne peut pas aller sur toutes les problématiques d'allaitement en VAD, parce que sinon, on ne pourrait pas répondre, nous, à nos missions de secteur. Donc, on essaie vraiment de fonctionner avec les collègues pour, en fin de compte, échanger, trouver des solutions ensemble, et pour qu'en fin de compte, chaque cuillère de secteur qui est à l'initiative de la famille puisse continuer le travail avec de nouveaux conseils à apporter pour chercher des solutions avec la famille. Donc voilà, c'est la visite à domicile, c'est l'ajustement vraiment qui est au domicile. On rentre effectivement dans l'été de la famille, on s'adapte nos conseils à l'environnement, aux moyens matériels qui sont vraiment à disposition. On ne va pas proposer pareil pour une famille qui a des moyens et autrement une famille qui est en CHU. Donc on accompagne vraiment la diète dans le quotidien. On va proposer aussi des aides pratiques selon les conditions de vie. Et suite à ça, en fonction de la VAD, on va pouvoir aussi reproposer une visite, mettre en place des orientations en centre de PMI, mais on garde toujours en tous les cas un lien téléphonique qui va nous permettre en fin de compte de répondre rapidement en tous les cas aux problèmes et au suivi de ce qu'on aura pu mis en place avec la famille. Donc voilà, cette disponibilité des professionnels permet de prévenir l'installation et la persistance du problème d'allaitement. J'ai passé. Voilà, donc ça, de toute manière, j'en avais parlé avec l'objectif quand même de garder aussi le lien entre la première professionnelle qui était au domicile, et c'est pas forcément de nous d'aller directement foncer en VAD. Petit focus sur le VDS, qui est l'axe prioritaire un des axes prioritaires de la DSP. Quand des mamans sont en difficulté avec leur allaitement, quand elles ont mal, quand elles se sentent pas soutenues, quand le bébé prend pas de poids, on a encore, alors là, des échelles d'Édimbourg, des PDS qui sont au plafond. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, on les suit beaucoup, on les accompagne, on les oriente vers effectivement soit les psychologues, donc on est vraiment sur un travail pluri, soit effectivement on les quitte pas et on suit vraiment leur allaitement de près. Donc pour conclure, la promotion de l'allaitement maternel, ça reste une des missions du service de PMI. C'est un véritable étayage qui est proposé grâce à la pluridisciplinarité des professionnels du service de PMI autour de l'enfant et de sa famille. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à solliciter sur chaque territoire, il y a une consultante en allaitement. Donc vraiment, pas hésiter à solliciter à chaque fois votre collègue qui a ce rôle-là sur votre territoire. Là, juste une petite parenthèse, sur les tableaux que vous voyez de consultantes, toutes les consultantes ne sont pas marquées, parce que normalement, il faut aussi, sur l'ex-Collab Paris, remplir aussi ses disponibilités et son lieu. Sur le site paris.fr, ponctuellement, donc en gros, c'est tous les 6 mois, on va leur demander de changer. Donc pour l'instant, il n'est pas à jour si, par exemple, de nouvelles professionnelles diplômées, depuis septembre, ont commencé de nouvelles consultations. Donc déjà, de leur côté, il faut qu'elles notent aussi sur notre outil DSP, mais après, de toutes les manières, le site paris.fr, ça sera fait dans un deuxième temps, ponctuellement, avec la com. Voilà. Et un dernier PowerPoint, et après, on passera aux questions. Voilà, je vais être assez et on va rapide, essayer de ne pas quelques minutes. Être trop en retard. Bonjour, je suis Christelle Bluch, je suis infirmière puéricultrice sur le T8 Paris Centre 9-10. Voilà, je fais aussi partie du Graal et je le DULAM. Voilà, je vais vous parler d'une autre action en faveur du soutien à l'allaitement, qui sont des rencontres, parce qu'on appelait des ateliers autour de l'allaitement maternel. On a voté au niveau du Graal, voilà, c'était très démocratique, je vous rassure, voilà, pour un nom commun. Donc ça apparaîtra sur paris.fr prochainement, où tous les ateliers de tout Paris seront notés. Donc ce sont des rencontres autour de l'allaitement maternel. Voilà. Alors, bien sûr, là, je vous présente effectivement l'exemple d'un atelier qu'on a mis en place sur la PMI Dorothée-Chélier dans le 3e arrondissement. Enfin, on est parti simplement du constat des mères qui pouvaient nous exprimer qu'elles avaient peu de lieux de soutien à l'allaitement maternel, qu'elles se sentaient assez seules, et un manque d'échange entre elles, entre femmes qui allaitent. Ça ne vous a pas échappé que dans l'espace public, finalement, on voit peu de femmes allaiter. Donc, c'est quand même difficile de se représenter, d'échanger ensemble autour de l'allaitement et de se soutenir.
Ces ateliers, ces rencontres autour de l'allaitement sont bien sûr très complémentaires de tout ce qu'on fait déjà toutes et tous en PMI, accompagner donc les femmes en consultation individuelle. Hein. Merci. L'objectif de ces ateliers, c'est de permettre aux familles d'avoir un lieu... Non, c'est pas la bonne slide. D'avoir un lieu ressource et d'échange pour les soutenir dans leur allaitement. Nous, on voit vraiment depuis 3 ans que cet atelier est réalisé à Dorothée Chélier, vraiment des femmes qui reviennent avec plaisir de semaine en semaine. Elles n'ont pas forcément encore des questions, mais elles sont contentes de revenir, d'entendre les questions des autres et puis aussi de partager leur expérience avec les autres femmes et d'être un peu plus expérimentées et puis de raconter ce qu'elles ont vécu. Voilà, pour elles, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que voilà, c'est aussi, on les laisse beaucoup parler, c'est elles qui évidemment font l'atelier, mais on est présent. Ça veut dire qu'on n'est pas sur Insta, sur des réseaux sociaux, où on peut voir quand même des choses bien, comme des choses effectivement quelquefois limites au niveau des conseils allaitement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est permettre une continuité dans l'accompagnement de l'allaitement des femmes, complémentaires de toutes les consultations. On favorise des échanges entre les femmes dans un cadre bienveillant. L'idée, c'est pas du tout de dire aux femmes, voilà, c'est forcément l'allaitement maternel exclusif, etc. On respecte le projet de chaque femme, c'est important de le redire. Je pense qu'on est toutes en PMI voilà, sur ces valeurs, mais c'est important. Les projets, ils ont le droit de bouger. Voilà, donc on les accompagne aussi dans ces changements. Et puis bien sûr, c'est rompre l'isolement parce que chaque femme peut nous exprimer que c'est quelquefois difficile. Elles ont l'impression d'être seules face aux difficultés, quelquefois des débuts, voilà. Et finalement, d'échanger autour de ces difficultés, de se sentir moins seule, et ben ça fait du bien aussi. C'est ce qu'elles peuvent nous dire. On a parlé tout à l'heure, je reviens un tout petit peu dessus parce que c'est quand même extrêmement important d'être dans le repérage de la dépression du postpartum. Je vous ai remis quelques chiffres. Voilà. Et puis repérer les familles avec des problématiques individuelles, ça nous arrive régulièrement dans ces rencontres. Voilà, on va à la fin d'un atelier vers une femme voilà, qu'on a repérée et on lui propose effectivement une orientation vers nos collègues psychologues ou autres, ou une visite à domicile en anténatal également. Voilà. Pour conclure, voilà, nous, c'est une expérience de 3 ans. Enfin, c'est toujours animé à 2 avec une auxiliaire de puériculture et une puéricultrice. C'est un bilan qui est plutôt très positif. Là, j'ai mis entre 2 et 8 femmes. Lundi, nous étions 12, dont 3 femmes enceintes. De plus en plus, nous avons des coparents, pères ou autres, voilà, qui viennent à ces ateliers. J'en profite pour remercier l'ensemble des professionnels du territoire parce que sans qui ça ne fonctionne pas les ateliers si on ne fait pas la promotion, voilà, comme tous les ateliers. Voilà, donc merci à toutes, voilà, pour les orientations que vous pouvez faire sur les ateliers. Merci. Voilà, je vous laisse la parole peut-être à mes collègues et puis s'il y a quelques questions, on va prendre les questions. Merci. Alors, on va juste répondre brièvement à quelques petites questions qui ont été posées. Donc, il y avait déjà aussi, mais je pense que j'ai répondu avec le tableau justement des consultations d'allaitement. C'est les professionnels qui se notent en tous les cas sur Ex-Cola Paris. Donc, et après, on verra effectivement pour que ça puisse. La dernière mise à jour sur le site paris.fr, c'était au mois de mai. Donc, on va pouvoir peut-être au mois de novembre ou décembre mettre de nouveau faire des nouvelles modifications. Après, il y avait aussi par rapport à l'accompagnement du sevrage. Donc, ça veut dire quoi? C'est quand, à quel moment? Donc, il ne faut pas hésiter à orienter en tous les cas les familles vers les consultantes en lactation du territoire ou de l'arrondissement pour voir un petit peu, parce que des fois par téléphone aussi, on peut décoincer pas mal de choses et faire un point aussi avec le parent, pourquoi il fait effectivement du sevrage ou si, voilà, donner des conseils en tous les cas complètement adaptés à la situation. Après, comment sait-on que la lactation est bien installée?
Ah, c'était par rapport au tirelet? Je crois, c'est Stéphanie. Alors déjà, une lactation, on sait qu'elle est bien installée si déjà la mère, elle a tous les signes de la montée de lait, etc. Un bébé qui mouille bien ses couches, qui a des selles régulières, on est au moins à 6-7 couches d'urine et de selles sur 24 heures. Un bébé qui a une bonne prise de poids, qui est bien éveillé, bien tonique, tout ça nous permettre d'estimer l'installation de la lactation. Voilà, j'en profite juste pour compléter parce que je vois que c'est une professionnelle de mon territoire. Donc demain, en tous les cas, voilà, on fait une intervention avec Anne Leforban au CPM Cité. Vous savez que cette semaine, il y a eu beaucoup d'interventions voilà, sur tous les territoires. Donc demain, en tous les cas, au CPM Cité, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, il y aura des cas cliniques aussi, donc on pourra répondre aussi à ces questions. Voilà. Après, une dernière question, c'était par rapport effectivement aux outils de la DSP pour les PMI associatives. Donc ça, je pense que c'est plutôt à voir avec les CATSUP du territoire et voir effectivement aussi avec la direction. Donc on ne va pas s'avancer là-dessus. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir participé, d'avoir été connecté. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, on va pouvoir clôturer. Après, voilà, vraiment ne restez face à des situations d'allaitement, restez pas seul, rapprochez-vous forcément des consultantes qui sont sur votre territoire ou sur un autre territoire s'il y a besoin. Vous avez tous nos noms sur paris.fr ou alors dans le SharePoint allaitement. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Il n'y a jamais de questions bêtes. Voilà. Même nous, on ne sait pas tout. On est toujours en train de rechercher, de mettre à jour nos connaissances. Et tout ce qui est forcément le réseau va mieux fonctionner pour soutenir les familles. On n'est pas seul face à une famille. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter en fonction de vos besoins et nous faire remonter aussi les besoins que vous pourriez avoir en termes des connaissances autour de l'allaitement maternel. Donc pour nous, c'était une grande première, le webinaire. Donc on espère que ça aura bien fonctionné et que ça aura répondu à vos attentes. L'essentiel, c'était de vous montrer un peu tout ce que vous avez aussi sous la main et les ressources en termes de professionnels et d'outils. Généralement, la SMAM, on organise un colloque avec le RSPP ou autrement le Lactarium. Et cette année, justement, on a décidé de faire vraiment un focus sur tout ce que la DSP peut proposer. Donc, en termes de ressources et de matériel et de moyens. Merci à toutes et à tous. Et bon après-midi. Et à bientôt. Au revoir.